Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous trouver. Un Smart Impact consacré, comme tous les jours, à la transition écologique, à la RSE, la responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises, avec un grand entretien. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de biodiversité avec mon invité, Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Son credo, c'est la protection des océans. Et elle attend des grandes entreprises de la philanthropie dépenser autant d'argent pour la science que pour la culture. Elle était également à Marseille pour le congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. On fera le bilan ensemble. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez dans la rubrique Startup ma petite maison verte et ses habitats écolos faits à base de carton. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien tout de suite. Bonjour Patricia Ricard, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard, depuis 2005, engagée depuis plus de 30 ans dans la protection de l'environnement. Je vais vous poser une question très générale pour commencer. Est-ce que vous avez eu parfois, souvent, je ne sais pas, le sentiment de prêcher dans le désert dans ces 3 décennies ? Alors, non. D'abord, j'ai commencé très tôt, puisque ça a commencé avec les Mardis de l'environnement en 1991. Et à l'époque, on n'essayait pas trop de parler d'environnement, notamment dans le milieu économique. Et là, nous n'étions pas nombreux, mais il y avait toujours une écoute. Il y avait toujours une écoute. Il y avait toujours une écoute, il y avait toujours des acteurs. Et ce sont des sujets quand même très anciens. En revanche, oui, ce qui est formidable, c'est que j'ai une impression d'accélération formidable. Et quand on a vu le début du film, on trouve que ça avance bien. Oui. Ouais. Vous n'avez jamais été découragé? Parce qu'il y a 25 ans, parler d'environnement, porter ces thématiques de biodiversité, de protection du vivant, de l'environnement. Découragée, non, parfois un peu impatiente de voir que, vous savez, cette phrase extraordinaire de René Char, l'essentiel est constamment menacé par l'insignifiant, et on a vu beaucoup d'insignifiants se mettre en route. Ouais. Mais là, je crois que ça y est, le racinaire est pris, et je crois que maintenant on va voir les arbres pousser. Oui. Ça c'est bien, et moi je voudrais qu'on fasse un comparatif en fait de l'action et du pouvoir des États, et puis peut-être de l'action et du pouvoir des entreprises. Quand vous voyez les rapports du GIEC s'accumuler depuis quelques années, moi, mon sentiment, c'est que les États, alors effectivement, sont des machines gigantesques, elles ont du mal à se mettre à la hauteur des enjeux. Est-ce que vous le ressentez? On parlera des entreprises après, évidemment. Si on parle des États de façon un peu consensuelle comme ça, moi, je trouve que l'ONU a fait beaucoup d'avancées depuis quelques années, notamment avec les milléniums, avec les ODD. Et là, sur l'océan, l'ONU, notamment sous l'impulsion de Peter Thompson, qui est l'envoyé spécial, qui est très actif sur les aires marines protégées, par exemple, je trouve que la structure onusienne correspond bien aux océans. Après, ce qu'on attend effectivement, c'est les entreprises, parce que les entreprises, c'est l'économie, c'est la publicité, c'est la consommation. Ouais. Et derrière les entreprises, moi, j'espère surtout la finance. Et éventuellement peut-être même un jour la monnaie. Voilà. Je crois qu'on a c'est un petit peu comme des ronds concentriques. On va vers plus d'accessibilité à ces sujets-là. Et je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont parfaitement compris qu'elles jouaient leur avenir. Si elles veulent recruter des talents, si elles veulent avoir une bonne visibilité, une bonne réputation auprès des analystes financiers, voilà. Je crois que cette volonté réputationnelle anime énormément les entreprises. Et puis ne pas oublier tout simplement qu'une entreprise, c'est une communauté d'hommes et de femmes et qui sont tout simplement concernés. Et moi, je trouve que, par exemple, je suis plus proche du groupe Pernod Ricard, comme vous le savez, et je vois l'engagement de mon cousin Alexandre, c'est tout à fait sincère. Oui. Et c'est vrai que c'est un levier, alors dans cette émission, on le voit tous les jours, évidemment, hein, c'est un prisme grossissant, mais c'est passionnant de voir le nombre d'entreprises qui s'engagent, qui engagent leurs collaborateurs et qui jouent aussi leur avenir économique, parce que c'est ce que vous disiez, le recrutement, la finance, ça deviendra compliqué de recruter et de se financer pour des entreprises qui n'ont pas pris le virage, quoi. Bien sûr, mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'environnement, les actions environnementales, c'était un peu la danseuse du président. Oui. Après, c'est devenu le sujet du directeur des relations publiques, puis après, c'est devenu un petit peu corporate avec le DIRCOM, après, c'est devenu la RSE. Et aujourd'hui, je suis contente parce que ça rentre dans la R&D. C'est-à-dire que tout d'un coup, on intègre cette dynamique et ces problématiques dans le process même industriel ou dans le process d'activité de l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est vraiment un pas en avant. Et encore un petit truc que moi j'aime beaucoup, c'est la comptabilité qui est en train de se pencher sur ces sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de capital naturel, on va avoir une comptabilité environnementale qui va inclure des externalités négatives ou positives des actions de l'entreprise. Et là, je crois que ça va être un phénomène accélérateur. Vous réclamez de la philanthropie scientifique. Oui. Alors, c'est
quoi cet axe Alors, d'action pour le vous? mot philanthropie, il est parfaitement choisi parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des structures de financement pour les associations ou les institutions sont des processus lourds d'appel à projet, de reporting, voilà, et ça demande une grande capacité. C'est-à-dire que pratiquement aujourd'hui, financer un projet, il faut c'est un degré d'ingénieur. C'est-à-dire, voilà, donc ça coûte cher pour les associations. Ça prend un temps fou pour les scientifiques. C'est-à-dire ils se transforment en chercheurs d'argent, quoi, Oui, c'est oui, ça, oui, ouais. oui, oui. Et au bout du compte, l'argent, les moyens obtenus sont souvent un petit peu vampirisés par ces structures. Donc moi, j'appelle tout simplement une accélération de la philanthropie pure, c'est le don. Voilà, donner tout simplement pour... quand on donne une résidence d'artiste, vous mettez un atelier ou un lieu de résidence à disposition d'un artiste, vous lui donnez du temps, de l'espace et des moyens, et vous ne lui demandez pas de vous faire du reporting et de savoir combien il a dépensé de peinture et combien il a dépensé de temps à peindre. Voilà. Et je pense qu'il faudrait que nous ayons la même tolérance et la même curiosité et le même enthousiasme pour le mécénat scientifique. Oui. Oui, c'est pour ça que la philanthropie est effectivement le bon vecteur. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la recherche et développement. Est-ce qu'il faut pousser le curseur encore un peu plus loin? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas presque mutualiser la recherche et développement sur ces, Alors sur ces questions-là? ça c'est une des grandes idées que je défends également. En fait, il faut faire tout l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, donc être dans l'innovation de rupture. Et effectivement, les enjeux technologiques et les enjeux de connaissances et de compétences et de la culture du changement sont tellement complexes que je crois qu'effectivement, il faudrait faire des plateformes de recherche sectorielles. Inclure également un peu de diversité, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, la plupart des entreprises n'ont pas de biologistes ou d'écologues au sein de leur comité de direction, et je crois qu'il faudrait avoir le regard du naturaliste. Moi, j'aime beaucoup le biomimétisme aussi, c'est-à-dire aller chercher dans la nature des inspirations. La nature est terriblement efficace, Oui, très durable. Ça fait 4,5 milliards Ça d'années qu'ils et, cherchent. Et tous les survivants de cette longue chaîne d'évolution sont plutôt des champions dans leur catégorie, donc allons écouter les champions. Et donc voilà, donc je pense un peu plus de diversité dans la connaissance et puis beaucoup de solidarité, parce que de toute façon on s'en sortira ensemble ou on s'en sortira pas. Et je crois aussi qu'en plus il y a des effets de levier lorsque vous mettez une entreprise avec une start-up ou une association, vous pouvez aussi ensuite aller chercher des financements plus structurants, soit des grands bailleurs, soit des fonds européens. Et je pense que là ça permet de mettre les bons esprits et les bons moyens au bon endroit. Oui. Mais est-ce que c'est pas illusoire parce que vous dites sectoriel effectivement, mais ça supposerait que des concurrents partagent des secrets d'une certaine façon? Non, alors je pense qu'effectivement la recherche pourrait être partagée. Et une fois que vous avez trouvé, après c'est à vous de faire la différence. Mais par exemple, vu l'accélération nécessaire, par exemple, si vous prenez la problématique de tout ce qui est thermique, que ce soit l'air conditionné ou le chauffage, et notamment sur la zone méditerranéenne que je connais mieux, je pense qu'à un moment, le marché est tel qu'il y aurait de la place pour tout le monde. Mais il faut, je pense, si on veut être vraiment dans l'innovation de rupture, je crois que ça vaut le coup de faire des coalitions de recherche. Et ce levier, puisqu'on est dans le comparatif, ce levier des acteurs économiques, du tissu économique, est-ce que vous le pensez plus puissant que le levier des États? Je le pense plus puissant parce qu'il est dans la continuité. Les États sont parfois liés à des décisions politiques qui ne sont pas forcément dans la continuité. Des changements de majorité. Des changements de majorité, des changements d'orientation, et puis des décisions personnelles. Quand M. Trump dit « je sors des accords de Paris », il le dit, il le fait. Voilà. Alors qu'une entreprise, elle s'inscrit quand même dans la continuité, normalement, et elle s'inscrit surtout dans l'atteinte des objectifs. Donc oui, je crois que le monde économique et les entreprises, c'est une valeur sûre pour faire avancer tout ça un peu plus vite. Oui. Alors on va maintenant détailler un peu les actions de l'Institut océanographique Paul Ricard. Il existe depuis quand? Avec quelle idée il a été créé? Alors en fait, c'est notre grand-père, Paul Ricard, qui a créé ça avec Alain Bombard en 1966, en réponse tout simplement aux boues rouges, les fameuses boues rouges de Cassis. Et alors il avait organisé un peu une colère, parce qu'il trouvait que c'était vraiment inadmissible de polluer la Méditerranée comme ça. Ils n'ont pas eu gain de cause, puisqu'ils ont quand même, le rejet a quand même été autorisé par la préfecture. En revanche, ils ont créé l'Institut. Et là, ils ont commencé effectivement au début, c'était un petit observatoire sur la mer. Et puis très rapidement est arrivée la science. Et en fait, depuis 1972, il y a une équipe scientifique qui n'a pas interrompu ses travaux. Nous en sommes à la 3e équipe en termes de génération. Et donc, ça donne à la fois une compréhension des enjeux formidables. Ils étaient déjà sur les solutions fondées sur la nature. C'est une équipe pluridisciplinaire. Et c'est vraiment une recherche très orientée vers la solution. On est vraiment dans la recherche appliquée.
Et ce qui est encore plus amusant et plus intéressant, c'est qu'on travaille avec d'autres entreprises. Par exemple, on travaille beaucoup avec la Fondation Veolia, avec EDF. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve sur des sujets comme la restauration écologique des sites dégradés à l'endroit des stations d'épuration. Ou alors, là, on travaille beaucoup en ce moment sur l'économie. On parle beaucoup d'économie régénératrice. Et nous, on essaye de trouver une solution pour proposer un aliment alternatif aux farines de poisson. Vous savez que l'aquaculture a multiplié par 5 en 30 ans. Le problème, c'est que dès que vous financez une ferme aquacole, et c'est ce que fait la Banque mondiale et les grands bailleurs depuis quelques temps, eh bien, il y a un moment, on oublie que ces poissons d'élevage sont nourris avec des farines issues des poissons sauvages. Et donc, tout ce qu'on va appeler aujourd'hui surpêche, ou la grosse pression sur les stocks halieutiques, ça vient de cette demande incessante de farine de poisson, que vous allez retrouver dans les pâtés pour chats, pour chiens, dans les aliments pour poules. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la biomasse océanique est utilisée pour faire vraiment de la protéine de base. Et ça, c'est pas possible. Et alors, sur quelle piste vous travaillez pour trouver cette alternative ? Tout simplement l'économie circulaire et la bioconversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, les insectes, c'est quelque chose qui se développe formidablement. Et les insectes, c'est une proposition tout à fait intéressante pour régler le problème tout simplement du gâchis alimentaire urbain ou du rejet agricole. Voilà. Donc, en fait, il suffit d'organiser des boucles trophiques, une chaîne alimentaire dans laquelle vous allez intégrer la farine d'insectes. Vous pouvez mettre des microalgues, bien sûr. Là, on attaque une version 3 avec du verre marin. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis au point une petite croquette. Là, il faut qu'elle s'adapte à la taille des poissons, il faut qu'elle ait de l'appétence pour les poissons, voilà. Donc, nous avons été fabricants de croquettes de protéines pour poissons depuis 2 ans. Mais ça y est, nous avons trouvé la solution. Maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre en place les chaînes. Alors justement, c'est la question suivante, c'est que deviennent vos innovations, vos inventions ? Alors, nos innovations sont en copyleft, parce que comme effectivement, on est dans la philanthropie, on travaille beaucoup avec des fonds européens et on travaille souvent avec dans des groupes de partenaires. Donc, toutes nos approches sont en copyleft. On avait autrefois, il y a quelques années, on avait travaillé sur la dégradation des hydrocarbures dans le cadre des marées noires. Et on avait mis au point un produit qui s'appelait l'inipol. Et en fait, l'inipol, c'était tout simplement des bactéries qui allaient grignoter les hydrocarbures et qui, lorsqu'il n'y avait plus d'hydrocarbures, revenaient à un état normal. Et aujourd'hui, ce procédé est utilisé par un McDonald's pour nettoyer ses friteuses. Voilà, donc après, c'est à la disposition de chacun. Ouais. Sur la restauration des sites dégradés, par exemple, c'est quoi la solution, l'innovation que vous avez la première action, lorsque vous voulez restaurer un site, c'est d'être sûr que toutes les sources de nuisance ont été arrêtées. Ça, c'est la première. Ça, c'est l'air idiot, mais il faut le dire. Oui, c'est vrai. Et ensuite, après, il faut juste... tout simplement, la plus grosse partie consiste à laisser faire la nature. Peut-être, dans des cas de destruction d'habitat, remplacer peut-être, notamment, on travaille beaucoup avec Ecosan, qui va proposer des biohuttes, c'est-à-dire qu'en fait, on va proposer des imitations d'habitat bio-inspirées qui ressemblent le plus possible au milieu, de manière à abriter les juvéniles qui sont très, très vulnérables. Et ensuite, effectivement, c'est juste faire des suivis et des inventaires de biodiversité pour voir si les organismes se fixent et voir si la vie revient. Mais généralement, ça revient assez vite. Si on généralise sur l'état de l'océan aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, l'océan, c'est ce que je racontais l'autre jour à des enfants. On est passé de pollution très visible à l'échelle locale à une pollution invisible à l'échelle globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez la Méditerranée, d'un point de vue purement visuel, elle va mieux. Moi, quand j'étais enfant, je revenais de la plage, j'avais du cambouis sur les pieds, on trouvait des batteries sur la plage. Enfin, voilà. La Méditerranée française va beaucoup mieux qu'il y a 35 ans. Parce qu'il y a 35 ans, il n'y avait pas de station d'épuration. Il n'y avait pas de collectivité engagée sur le tri sélectif. Il n'y avait pas les campagnes de sensibilisation de l'ADEME. Et puis, le citoyen n'était pas aussi informé. Le problème, c'est quand on va vers des pays émergents qui ont eu effectivement accès aux produits de la globalisation sans avoir toute cette éducation et cette structure, forcément, il y a une gabegie de plastique. Mais vous trouverez ça au large des pays émergents. Oui. Une large part de la pollution des océans vient de quelques grands fleuves. Voilà. Maintenant, si on revient à la réalité de l'océan mondial, c'est tout simplement le premier impact et la première menace, c'est la chaleur. Le réchauffement des eaux de surface, les canicules océaniques qui vont vraiment perturber le fonctionnement de l'océan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Gulf Stream est vraiment menacé ça peut impacter les courants, mais surtout dans un premier temps, ça va stratifier la colonne d'eau et tous les échanges d'éléments nutritifs qui sont essentiels entre le fond et la surface vont être interrompus. Donc ça va avoir un effet sur les chaînes alimentaires, ça va avoir un effet sur les migrations de poissons. Les hommes migrent, mais les premiers, ce sont les poissons. Et aujourd'hui, on retrouve des poissons dans des latitudes qui ne sont pas leur latitude d'origine.
Et enfin, effectivement, il y a le fameux sujet du plastique. Alors, aujourd'hui, ce sont des microparticules, des nanoparticules. C'est pour ça que vous parlez d'une pollution invisible. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de retours d'études sur l'impact physiologique sur les animaux ou sur la santé humaine de ces nanoparticules. Il va y avoir évidemment des impacts mécaniques, physiques. On voit des tortues serrées avec des colliers de plastique. Ça reste des individus. La grande menace aujourd'hui, c'est vraiment le changement climatique. Oui. Je reviens quand même sur les microplastiques, parce que là aussi, ça doit être, j'imagine, un axe de recherche, d'innovation, parce qu'on entend souvent l'impossibilité, on se sent impuissant face à cette pollution-là. Nous ne travaillons pas sur le plastique, ce n'est pas du tout notre impact. En revanche, si on devait travailler sur le plastique, on travaillerait peut-être sur les bactéries qui s'accrochent aux macrodéchets et qui dérivent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les macrodéchets sont habités. Vous savez, c'est la crise du logement dans l'océan. Donc, dès qu'il y a un truc qui flotte, tout le monde arrive. Et donc, aujourd'hui, il y a des bactéries et des organismes qui vont voyager sur ces déchets flottants. Et ça peut être des espèces invasives, ça peut être voilà. Donc, je crois, voilà, si on devait travailler sur quelque chose, ça serait plutôt là-dessus. Vous étiez à Marseille pour ce congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Vous en êtes sorti dans quel état d'esprit? Plutôt enthousiaste, mais bon, je suis de nature enthousiaste. Oui, c'est bien. C'est vrai que là, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je suis très enthousiaste de voir à quel point les ONG, les associations se fédèrent. Il y a des vrais collectifs, des consortiums. Donc ça, je trouve ça extraordinaire, parce que là, on est dans l'accélération. D'ailleurs, la plateforme Océan Climat, dont je suis une des vice-présidentes, était très présente aussi. Il y a un consortium formidable sur la Méditerranée qui s'appelle ICO. On voit également l'engagement des entreprises, et plutôt un engagement smart, pour reprendre que ce soit les gens du luxe, ou même que ce soit Pernod Ricard, que je connais mieux, qui va tout simplement intégrer les programmes de l'UICN, parce que l'UICN, ce sont des programmes et des scientifiques à travers le monde. Et donc là, on voit les entreprises rejoindre les programmes. Et nous, on a rejoint Land Health, Agriculture et Land Health, donc l'agriculture génératrice et la santé des sols. Et là, ça montre qu'on atteint un niveau de maturité formidable. Et puis, pour la première fois, l'UICN a annoncé qu'il allait y avoir un engagement des collectivités. C'est-à-dire que là, on commence à rejoindre le carré magique, la connaissance scientifique, le monde économique et le monde institutionnel, ou en tout cas les collectivités territoriales. Donc là, on commence à voir tous les acteurs en place. Oui, on peut rajouter les États, les ONG, enfin, c'est cette idée de consortium, je ne sais pas quel terme employer. D'organisation collégiale, d'orchestration de l'effort, oui. Et c'est là qu'on sera plus efficace. Il y a des partenariats, vous en avez cité un, mais il y a des partenariats qui se sont vraiment concrètement, physiquement créés à l'occasion de ce congrès? Certains ont été annoncés à l'occasion de ce congrès, mais je pense qu'ils ont tous été un petit peu organisés avant. Mais vous allez voir, il y a des partenariats. Le WWF a annoncé les partenariats, EDF aussi. EDF, par exemple, va accompagner le parc national des Calanques. Oui, il y a des partenariats, mais ça devient presque ordinaire aujourd'hui. Ce qui est formidable, c'est que c'est l'accélération, surtout, je reprends vraiment ce mot, et c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, les solutions fondées sur la nature, on n'a plus besoin d'expliquer. Je crois que les gens ont compris, ont adhéré, et il y a comme une espèce d'élargissement du champ de conscience, si je peux dire ça comme ça. Vous parliez tout à l'heure de l'action de l'ONU, la question de l'adoption des grands textes internationaux, le traité sur la protection de la biodiversité en haute mer. On en est où? Parce qu'il devait être présenté là fin 2020 et il y a eu du retard, c'est ça? BBNJ, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Normalement, on dit toujours ça va bientôt sortir, mais ça fait un petit moment qu'on attend que ça sorte bientôt. Moi, je remarque juste une chose, c'est que la pêche n'est pas intégrée à BBNJ. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on cesse de regarder la pêche comme un secteur économique et qu'on commence à considérer les ressources halieutiques non pas comme de la ressource économique, mais comme la biomasse essentielle à la vie de l'océan, essentielle au service écosystémique de l'océan et essentielle à la réglementation climatique. C'est l'équilibre des écosystèmes marins qui nous permet aujourd'hui, qui est notre dernier rempart contre l'accélération du changement climatique. Donc moi, je voudrais qu'on arrête vraiment d'utiliser l'océan comme un réservoir, et qu'il faut vraiment le regarder comme un bouclier contre le climat aujourd'hui.
Oui, l'enjeu, c'est quoi? Des aires marines protégées, par Alors, exemple? les aires marines protégées, c'est vraiment un enjeu. Et en plus, ce qui est formidable, c'est qu'il y a un consensus. Le travail a été fait depuis longtemps. Et là, on est vraiment... je pense qu'on va y arriver. Donc, elles ont été définies déjà? Alors, les aires marines protégées, elles existent à travers le monde. Il y a cet déjà, oui, engagement bien sûr. mondial de faire 30% d'aires marines protégées dans l'océan, dont 10% de protection forte. Après, les enjeux, c'est est-ce que c'est des aires marines de papier ou est-ce qu'on met les moyens derrière pour financer la surveillance et surtout le suivi scientifique. Une des grandes propositions qui court un peu en ce moment, c'est de se dire toutes les subventions nocives à l'océan, les subventions de la pêche, les subventions, voilà, il serait de réallouer ces subventions à la surveillance des aires marines protégées. Une des grandes tendances aussi, c'est tout simplement de faire un moratoire sur la pêche en haute mer. Voilà, et laisser les gens être responsables sur leur zone économique exclusive et être des gestionnaires responsables de l'espace souverain. Qu'est-ce qui freine là-dessus, sur le moratoire sur la pêche? Le enjeux consensus international et le manque de gouvernance. Parce qu'il y a des États pour lesquels c'est un enjeu économique plus important que les autres. Bien sûr. Et puis on n'a pas le même regard sur la pêche. C'est un bien commun de l'humanité, mais pour l'instant c'est un grand terrain de jeu où les plus puissants gagnent. Et c'est pas souvent les plus pauvres. C'est souvent il y a des pays qui ont une tradition de pêche très forte. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est le gigantisme des bateaux. Une des propositions que j'aime bien, moi, ça serait de limiter la pêche, non pas par les quotas de pêche, parce qu'on ne trouvera jamais d'accord. En revanche, on pourrait, au nom du climat, qui est une urgence mondiale et partagée, limiter le carbone de ces bateaux. Ce sont des congélateurs flottants. Donc, il faudrait juste limiter la capacité carbone de ces bateaux. Et peut-être on pourrait commencer à ralentir un peu le drame. Oui, mécaniquement, la surpêche se réduirait. Tout à l'heure, vous avez parlé de monnaie. Ça m'a intrigué. Non, alors c'est une idée un peu folle, parce que l'avantage dans ces grands rassemblements comme l'ICN, c'est qu'on rencontre plein de gens qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, surtout depuis la pandémie. Et il y a un financier que j'aime beaucoup, et en échangeant, imaginez tout simplement, alors c'est un petit peu dans l'esprit des monnaies locales d'échange complémentaires, c'est un petit peu technique, mais les gens savent un peu ce que c'est maintenant. Imaginez que l'océan soit un pays ou un continent, enfin un pays, un État, et qu'il ait sa propre monnaie. Et que cette monnaie ne puisse être accessible que si vous avez un comportement vertueux envers lui. Donc si vous êtes un pays qui pollue beaucoup, ben, vous n'avez pas beaucoup de... on peut dire que allez, on va l'appeler l'éco-océan. Ben, vous n'avez pas beaucoup d'éco-océan. Et si vous êtes un pays vertueux, vous en avez un peu plus. Voilà. Donc si tout d'un coup l'océan était un pays qui battait sa monnaie, on pourrait avoir plus de rigueur économique dessus. C'est une idée folle. Oui, mais il faut avoir des idées comme ça, parce que parfois elles aboutissent, on a la bonne surprise. Qu'est-ce qui vous rend pessimiste? Alors, je ne parlerai pas de pessimisme. Parce que vous nous avez dit que vous étiez une optimiste. Oui, non, pas pessimiste. Qu'est-ce qui modère cet optimisme? Peut-être parfois le gâchis. Le gâchis de compétences, le gâchis de temps. Quand je vois des scientifiques faire un travail merveilleux et s'arc-bouter pour aller chercher le petit financement qui manque. Voilà. Mais ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'impatience et un peu de tristesse parfois, parce que je me dis, mais mon Dieu, voilà. En fait, c'est de l'impatience, oui. Merci beaucoup. Merci Patricia Ricard d'être venue partager votre expertise et votre passion pour ces thèmes. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. On ne les oublie pas, les start-up. Ma petite maison verte aujourd'hui. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec ma petite maison verte aujourd'hui. Bonjour Benjamin Bajal, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur avec Anna Ketia Plezel de cette entreprise fondée en 2019. C'était quoi votre idée de départ, votre ambition de départ? Oui, donc ma petite maison verte. Donc l'ambition de départ, en fait, c'est de réduire l'impact environnemental des logements, puisque voilà, on est tous d'accord pour dire que les modes constructifs classiques aujourd'hui sont extrêmement polluants. Donc nous, voilà, l'idée de départ, c'est de trouver des solutions alternatives. Donc, création de petites maisons qu'on appelle tiny house. Donc, c'est un concept qui vient des États-Unis. Donc, c'est combien de mètres carrés? Voilà, on est à moins de 20 mètres carrés. Donc, c'est entre 13 et 20 mètres carrés. Ouais. Et voilà, donc tiny house. Nous, notre petite innovation, c'est qu'on apporte un matériau innovant qui est du carton recyclé. Du qu'on carton appelle recyclé. de l'IPAC. Comment ça s'appelle? IPAC. IPAC. IPAC.
Alors là, vous êtes venu avec un démonstrateur en quelque sorte. Expliquez-nous, il y a plusieurs strates, c'est ça? Comment ça fonctionne? Exactement. Donc, on peut se dire, bon, une maison en carton, ça va s'envoler. Voilà. Bah oui, ça va pas résister aux intempéries, etc. Exactement. Bien sûr. Donc, Ouais. l'histoire du loup, on la connaît. Donc, le petit démonstrateur, il permet de voir en fait à quoi ressemble une maison en IPAC, donc en carton. Donc, on voit qu'il y a la première couche de bois, donc c'est du bordage, hein, c'est l'extérieur. Hein. C'est à ça que la maison ressemble à l'extérieur. D'accord. Mais à l'intérieur, on a une ossature en bois, donc c'est tout autour, l'ossature est faite de bois. Et à l'intérieur, on vient insérer l'IPAC, donc qui est justement le carton recyclé. D'accord, voilà un petit peu à donc quoi ça ressemble le mur. c'est vraiment votre matière première. C'est vraiment, ça résiste aux intempéries. Alors c'est vrai que là maintenant, je me posais la question avant de démarrer l'émission, je vous ai vu arriver avec ça, je me dis ok, ça fait un mur en fait qui est suffisamment épais. Vous en êtes où? Il y a des exemples de création, par exemple, je crois à Évry-Courcouronnes en région parisienne. Qu'est-ce que vous avez mis en place là-bas? Exactement, donc effectivement on a des exemples. Donc on a déjà une maison qui a été réalisée, donc elle est dans notre atelier à Épinay-sur-Orge. Donc, petite précision qui est assez importante, c'est qu'on utilise du carton recyclé, mais ce carton recyclé, il est fabriqué par des travailleurs en situation de handicap. Okay. Et nous, dans notre atelier qui se trouve à Épinay-sur-Orge, donc il est dans un IME, un institut médico-éducatif, et on embauche également des travailleurs en situation de handicap pour construire les maisons. Donc, vraiment, la boucle, elle est bouclée. Ouais. Donc, vous êtes dans une démarche inclusive, ça c'est important. Exactement. Et Évry-Courcouronnes, c'est un programme de plusieurs maisons? Voilà, c'est ça. Donc, du coup, avec notre mode constructif, on a une première maison qui est réalisée. Et on a pour objectif, pour début 2022, de réaliser un village constitué de 14 maisons. Donc, ce seront des maisons qui iront de 20 à 50 mètres carrés. Et l'idée, c'est d'y loger des étudiants en situation de précarité. Donc, 14 logements pour y loger 31 étudiants en situation de précarité. Il y a une maison qui s'appelle la Gabrielle. Exactement. Quoi? Donc, alors, toutes nos maisons ont un nom, donc ça a une symbolique. Et nous, on est lauréat du prix Gabriel de l'association Live for Good. Donc, il nous a accompagnés pendant 1 an pour la construction du projet et en fait pour la réalisation de la première maison. Donc, en hommage à ce soutien qui a été vraiment important, donc on a décidé de nommer cette tiny Gabrielle. Et donc, elle fait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle fait quoi? Alors, celle-là, elle fait 17 mètres carrés d'emprise au sol. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on met dans 17 mètres carrés? On met une maison? Alors, c'est une petite maison, c'est une maison miniature. Il faut savoir que nous, on est en Île-de-France. Donc, les étudiants, les jeunes sont habitués à des petites surfaces. Donc, un étudiant qui vit dans une chambre de 10 mètres carrés, ça choquera personne. Donc, du coup, nous, on leur apporte une maison de 17 mètres carrés. Donc, on peut tout loger dans 17 mètres carrés. Parfaitement. Tout comme on peut loger dans un petit studio de 10 mètres carrés, on peut vraiment avoir tout. Donc, nous, on a tout ce qui est sanitaire, tout est prévu dans la maison. Oui, donc il y a une démarche inclusive, on l'a vu, il y a une démarche sociétale. C'est-à-dire que vous ouvrez en quelque sorte un marché à ceux qui ont peu de budget, quoi. Exactement. Donc, on a la partie également sociale, puisque c'est vrai qu'on utilise des matériaux recyclés, donc c'est un petit peu moins cher et c'est très rapide à construire. Donc, on fait des économies en fait lors de la construction. Et l'idée, c'est de proposer à des primo-accédants, à des jeunes, même à de l'investissement locatif également. Donc, c'est des logements qui sont peu chers et qu'on peut vite rentabiliser. Donc, voilà. Donc, on a l'aspect pour les jeunes, surtout, les primo-accédants. Et le projet à Évry, voilà, c'est nous qui finançons nos propres logements. Nous les mettons à disposition en location ensuite pour des étudiants. Donc on a plusieurs cibles, on va dire, et plusieurs impacts sociaux. Merci beaucoup, merci Benjamin Bajal d'être venu présenter ma petite maison verte. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, assistée aujourd'hui de Carla Perruchon, Mani Pezeshk à la réalisation et Amanda Montero au son. Je vous dis à très vite sur Bismart, la chaîne des audacieux.